On est ravis de vous retrouver ce matin pour vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à tous les deux. Je vous propose qu'on commence par se présenter. Donc moi, je suis Anaïs Crin et je suis responsable du département RSE au sein du cabinet Inelis. Bonjour, moi je suis Stéphane Damota, je suis le cofondateur et CEO de Enso RSE, qui est un éditeur de logiciels dédié aux experts comptables pour leur permettre de déployer des démarches RSE et partenaire d'Anaïs et d'Inelis. Merci Stéphane. Alors, juste d'un point de vue organisation, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'écrire vos questions dans le chat. Néanmoins, nous, on aime bien les échanges. Donc, comme vous avez dû le constater, votre son est coupé pour le moment. Mais dès qu'on a fini la présentation, on réouvrira votre micro. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit en les écrivant, soit en attendant la fin pour nous les poser à l'oral. Voilà. Alors, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, est aujourd'hui au cœur des préoccupations de nombreuses entreprises qui aimeraient bien concilier performance économique, impact environnemental et contribution sociale. Ce webinaire aujourd'hui, il a pour objectif de comprendre les enjeux et les bénéfices de la RSE pour votre entreprise, de valider le rôle clé de l'expert comptable dans cette démarche et de découvrir l'audit RSE pour évaluer la performance actuelle de votre entreprise en matière de RSE à travers un outil simple et adapté qui est donc Enso RSE. Alors, tout d'abord, pour commencer, on va essayer de comprendre les enjeux et l'intérêt qu'il peut y avoir pour votre entreprise. Déjà, pour débuter, la RSE, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout simplement, c'est toutes les actions que vous allez entreprendre et qui vont avoir un impact sur votre entreprise et vos salariés, ce sera le volet social, sur votre écosystème, donc vos partenaires, vos prestataires, vos clients, vos fournisseurs, ce sera le volet sociétal, et sur le monde au sens plus large, le volet environnemental. Et l'idée, c'est d'intégrer aux activités de l'entreprise des préoccupations économiques, sociales, environnementales, avec évidemment pour objectif que toutes ces actions aient un impact positif sur le monde et les hommes, mais également qu'il y ait un bénéfice pour votre entreprise. Alors, on voit aujourd'hui que la RSE est clairement un enjeu de durabilité et de performance pour les entreprises. La bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de dirigeants se rendent compte que l'intégration des fameux enjeux ESG, environnementaux, sociaux et gouvernance, devient absolument indispensable pour assurer la pérennité de leur entreprise. En parallèle, on voit que de plus en plus d'études témoignent que la prise en compte de ces enjeux ont un impact positif sur les indicateurs financiers de l'entreprise. Il y a une étude là qui a été réalisée en mai 2024 sur des PME et des ETI qui démontre que 83% des objectifs ESG ont une répercussion nette positive sur les indicateurs financiers des entreprises étudiées. Donc, en prenant conscience que ces enjeux représentent désormais des risques, on en parlera tout à l'heure, mais aussi des opportunités de création de valeur globale pour les entreprises, les dirigeants comprennent qu'ils doivent mieux prendre en considération les impacts positifs ou négatifs que leurs activités génèrent et ainsi sont de plus en plus nombreux à se positionner sur ces sujets et à les positionner au cœur de leur stratégie afin d'adapter leur modèle d'affaires et leurs propositions de valeur. Alors, plus concrètement, quel est le rôle de la RSE dans l'entreprise ? Ça va être de favoriser la durabilité et donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de soutenir l'accord de Paris en réduisant l'empreinte carbone de l'entreprise, de contribuer au meilleur scénario du GIEC pour limiter le réchauffement climatique, de retarder le jour du dépassement en préservant les ressources et en limitant la surconsommation. Pour rappel, le jour du dépassement mondial, il était le 29 juillet cette année, mais il est en mai pour la France, donc c'est quand même très très tôt dans l'année. Et enfin, d'aligner les activités commerciales sur les besoins environnementaux mondiaux. Alors, aujourd'hui, qui est-ce que cela va concerner ? Tout simplement toutes les entreprises dans la mesure où il s'agit d'un enjeu global, systémique et existentiel. La durabilité, c'est vraiment devenu le nouveau grand sujet de transformation des entreprises parce que c'est une condition essentielle à la pérennité. Il est global parce qu'il concerne absolument toutes les entreprises, que ce soit celles qui veulent intégrer une démarche RSE volontaire ou celles qui sont déjà soumises aux obligations légales.
Il est systémique parce que la RSE touche vraiment à toutes les fonctions de l'entreprise et il est essentiel parce qu'il interroge sur la finalité même de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple plus concret pour illustrer ces points. Il y a quelques années, l'arrivée du digital a bouleversé de façon assez brutale la plupart des secteurs d'activité. Si on prend Kodak, par exemple, emblème du capitalisme américain du XXe siècle, Kodak a totalement disparu en une dizaine d'années, simplement parce qu'ils ont trop tardé à adapter leur stratégie et leur offre à la nouvelle donne qui s'imposait dans l'univers de la photo avec le digital. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des comportements similaires dans certains secteurs, comme le pétrole par exemple, où les grandes majors rêvent ouvertement de pouvoir s'appuyer sur d'hypothétiques procédés de capture de carbone dans l'air afin de pouvoir justifier de la poursuite le plus longtemps possible de l'exploitation des énergies fossiles, alors qu'elles devraient plutôt être déjà en train d'anticiper la fin d'un modèle qui est objectivement, inexorablement condamné. De quoi a-t-on besoin pour s'engager dans une démarche RSE, pour initier en tout cas une démarche RSE? Objectivement, pas grand-chose. Il y a un point qui est absolument essentiel, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis très contente qu'il y ait pas mal de chefs d'entreprise qui soient avec nous aujourd'hui, c'est qu'on a effectivement besoin que la direction soit engagée dans la démarche. Plus elle va être moteur, plus elle va être impliquée et exemplaire, et plus ce sera facile à mettre en place dans l'entreprise. Pour ceux qui nous connaissent un petit peu plus, c'est vraiment à l'image d'Inelis, sans Nicolas Priest, avec l'engagement qu'il a aujourd'hui dans les actions, on n'en serait certainement pas là aujourd'hui. En revanche, il suffit vraiment de ressources financières relativement modestes. Alors, c'est toujours facile de dire ça, mais le MEDEF définit à peu près 2% du chiffre d'affaires de l'entreprise en moyenne accordé à la RSE pour qu'on soit déjà dans une démarche qui soit bien concrète. Il faut arriver à mobiliser les équipes. Plus on va engager ses collaborateurs, plus la démarche est efficace. Et dans l'absolu, c'est là qu'on intervient. Il faut un accompagnement externe avec des équipes qui soient qualifiées, expérimentées et impartiales également. Alors, même si vous n'êtes pas encore soumis aux obligations légales, parce que pour l'instant, ça concerne plutôt les très grosses structures, nous allons voir pourquoi est-ce que vous avez tout de même intérêt à mettre en place des actions RSE. En gros, quel va être le ROI pour vous? Alors, déjà en matière d'attractivité et de recrutement, ce qui est en général un sujet qui parle à beaucoup de monde, les entreprises engagées socialement ou écologiquement attirent et retiennent les talents plus qualifiés. Les jeunes notamment, mais pas que, privilégient ces entreprises dans leur recherche d'emploi. On est vraiment dans la recherche de sens. Ils ont envie que les employeurs s'engagent et ça peut vraiment faire pencher dans la balance par rapport au choix de leur futur employeur ou par rapport au fait de rester dans leur entreprise actuelle. Ensuite, toutes les stratégies RSE comprennent des actions qui visent à améliorer le bien-être des employés en optimisant notamment leurs conditions de travail. Et on sait qu'une meilleure qualité de vie au travail réduit le turnover et favorise également la fidélité à l'entreprise. La stratégie RSE, elle est perçue comme un gage de durabilité. Le MEDEF estime que 83% des salariés qui sont dans une entreprise engagée dans une démarche RSE se sentent confiants dans leur avenir professionnel, en opposition avec cette grande tendance actuelle de l'éco-anxiété vis-à-vis du monde du travail. Et enfin, la RSE va renforcer l'entraide, l'engagement collectif, en fédérant les collaborateurs autour de valeurs partagées. Cette cohésion va renforcer l'attachement qu'ils ont à l'entreprise et également stimuler la motivation. Donc, c'est un vrai levier aujourd'hui pour travailler sur l'attractivité et la fidélisation de vos collaborateurs. Ensuite, on va parler du côté plutôt business. Donc, les clients et particulièrement les consommateurs sont de plus en plus en demande. Selon Opinionway, à peu près un Français sur deux, c'est 48% je crois, sont prêts à payer plus cher pour des produits responsables. Ensuite, soit par conviction, soit par obligation légale, parce qu'ils seraient déjà eux-mêmes soumis à ces obligations, vos clients ou vos fournisseurs intègrent de plus en plus de critères éthiques et durables dans le choix de leurs partenaires. Vous faites probablement déjà ce constat d'avoir des demandes ou des attentes de la part de vos clients ou de vos fournisseurs. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'une question de temps. Ça va devenir un critère important dans cette sélection.
Et puis, pour ceux qui travaillent avec les marchés publics, là, pour le coup, vous êtes déjà concernés, puisque la loi Climat 2021 rend obligatoire donc des critères environnementaux dans les appels d'offres publics, ce qui, pour le moment, favorise l'accès aux marchés publics pour les entreprises engagées dans une stratégie RSE. Mais d'ici 2026, donc c'est très prochainement, le prix pourra plus être le critère principal sur les marchés publics. Donc, l'idée, c'est vraiment de fermer progressivement l'accès aux appels d'offres aux entreprises qui n'ont absolument rien fait en matière de RSE. De manière plus générale, les exigences des parties prenantes vis-à-vis de l'entreprise se sont considérablement renforcées en très peu de temps. Ça implique que les entreprises prennent des engagements qui aillent bien au-delà d'une simple feuille de route classique. Par exemple, côté salarié, on l'a vu précédemment, j'en ai parlé, mais depuis le Covid, ça s'est énormément renforcé. C'est-à-dire qu'au-delà d'un salaire décent et de perspectives d'évolution de carrière, ils attendent vraiment désormais de leur employeur qui ait du sens, qui ait un engagement sincère sur des sujets sociaux et environnementaux, que ce soit pas juste affiché sur le site internet ou dans les valeurs, mais qu'il y ait vraiment des actions concrètes derrière. Et ça se traduit soit par des refus de poste, soit par des démissions, effectivement, dans les entreprises où il ne se passe rien du tout. Les donneurs d'ordre accordent une importance croissante, voire centrale, aux critères ESG dans la sélection de leurs fournisseurs. Et le monde de la finance, pour le coup, est vraiment de plus en plus actif sur le sujet, avec d'un côté, vous avez les fonds d'investissement qui font de l'ESG un critère de sélection et de valorisation objective de leur participation. Et de l'autre côté, les banques qui proposent des prêts à des taux bonifiés qui vont être indexés sur l'amélioration d'indicateurs de performance extra-financière. On a un exemple concret. Stéphane, je te laisse en parler. Oui, alors je prends la parole parce que c'est moi qui ai volé cette photo pendant une présentation de la Banque Populaire qui a monté la banque de transition. Et donc, quand tout à l'heure on parlait de taille d'entreprise et d'obligations, aujourd'hui, peu importe la taille de l'entreprise, une banque comme la Banque Populaire va pouvoir proposer à la fois des prêts impact, où là, à travers un certain nombre d'indicateurs qui vont être validés par l'expert comptable, des indicateurs, il y en a à peu près 10, va permettre soit d'aller chercher des poches bien particulières, des poches vertes, ou d'aller chercher des poches classiques, mais avec des taux bonifiés. Donc, on voit bien que là, il y a un impact direct, qu'on soit une entreprise de 5 collaborateurs pour aller acheter des véhicules, des utilitaires, ou une entreprise dans la tech avec 100 personnes dans le service. Là, on est vraiment face à un exemple qui prouve que ce n'est pas uniquement pour les entreprises de plus de 250 salariés. Oui, Stéphane parle des plus de 250 salariés parce qu'aujourd'hui, pour le moment, les réglementations légales sont à destination de ces entreprises-là. Mais on sait, pareil, que ces seuils vont évoluer puisque c'est l'objectif aujourd'hui de l'Union européenne d'amener petit à petit toutes les entreprises à transitionner. Et puis, alors, une autre raison de s'y mettre, c'est vraiment l'anticipation. Donc, comme on l'a vu, comme vous le savez, il y a de nombreuses législations RSE qui sont déjà en vigueur, et d'autres qui apparaissent. Donc, il y a eu la loi Pacte, la loi Climat dont j'ai parlé tout à l'heure et résilience, la grosse directive CSRD qui est venue vraiment bousculer le monde de la RSE, les obligations légales avec un calendrier notamment qui va de plus en plus vite sur la taille des entreprises. Ces lois donc obligeront, comme je vous le disais, progressivement toutes les entreprises françaises et européennes, parce que la directive CSRD, c'est vraiment une directive européenne, obligeront donc toutes les entreprises à définir une stratégie RSE. On l'a vu également, les obligations des grandes entreprises, donc qui sont elles aujourd'hui soumises à rendre des comptes. On leur demande de publier le fameux rapport de performance extra-financière. Et par ricochet, ça va venir toucher tout le monde puisqu'ils vont devoir également expliquer le rôle et les impacts de leurs parties prenantes. Donc, ils vont vous demander de rendre des comptes également et progressivement, ça amènera les entreprises qui ne font absolument rien en matière de RSE à perdre ces partenariats.
Et puis, un choix stratégique payant, ce serait vraiment aujourd'hui de ne pas subir ces obligations, mais de s'y préparer. On sait tous que quand on voit arriver les obligations, enfin, on le voit là, notamment nous, pour les grosses structures qu'on accompagne et qui vont être soumis aux obligations, soit sur cette année, soit sur l'année prochaine, c'est un chantier énorme. Et pourtant, c'est des structures qui ont la taille et qui ont les équipes RSE en interne en général pour s'occuper de ce chantier-là. Pour le moment, il y a absolument les mêmes demandes et les mêmes obligations pour les entreprises cotées internationales avec un nombre de salariés très, très important que pour les PME de 250 personnes. Donc, ça veut dire que demain, quand les petites structures y seront soumises, a priori, il y aura les mêmes obligations aussi. Donc, c'est compliqué quand ça devient effectivement une échéance qui arrive. Autant s'y préparer et essayer de transformer ces contraintes en opportunités plutôt que de les subir. Dernier point pour terminer sur les raisons de s'engager, il y a un aspect vraiment de sécurisation de son activité économique. En général, une politique RSE va permettre de réduire son empreinte écologique, mais en réalisant également des économies substantielles. Je vous donne un autre exemple concret. Brico Dépôt, l'année dernière, a réduit de 90% ses déchets en décharge. Ça lui a permis d'économiser 1 million d'euros par an en réduisant les frais de gestion de déchets et en réutilisant les matériaux. Donc là, on parle vraiment d'actions écologiques qui vont avoir un impact sur l'environnement, mais également d'économies importantes. Et enfin, quand on réalise un bilan carbone, par exemple, et qu'on met en place une stratégie de décarbonation, souvent les objectifs, entre autres, sont la réduction des coûts opérationnels et l'augmentation de l'efficacité énergétique. Ça permet aux entreprises de mieux résister aux perturbations économiques et environnementales. Quand je parle de ces perturbations, ça va être par exemple la hausse des prix de l'énergie qu'on connaît actuellement avec la crise sanitaire et puis la guerre en Ukraine. Ça va être la hausse des vagues de chaleur qui, entre autres, entraîne la baisse de la productivité dans certains secteurs d'activité, voire même l'interruption de certaines chaînes d'approvisionnement. Donc, ces phénomènes qui sont de plus en plus importants aujourd'hui peuvent être effectivement palliés parce que la RSE va favoriser l'innovation, stimuler la création de solutions nouvelles et plus efficaces pour justement répondre à ces défis climatiques et économiques auxquels on est et on sera de plus en plus confrontés. Pour terminer, on me pose souvent la question du quand. En gros, puisqu'on n'est pas soumis aux obligations légales, pourquoi est-ce qu'il faut s'y engager rapidement ? Alors, si tout ce que je vous ai dit précédemment vous a pas déjà convaincu et qu'il n'y a pas une vraie sensibilité qui fait que vous avez déjà mis des choses en place, il y a un fait qui donne envie quand même de sauter le pas rapidement, c'est la diversité des aides financières. Parce qu'il y en a pas mal aujourd'hui. Donc, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a des subventions pour les PME qui veulent financer des actions sur la transition écologique. Il y a des financements pour les investissements qui visent à la décarbonation, notamment des outils de production industrielle. Il y a des prêts pour des projets d'efficacité énergétique. Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles d'aller chercher. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit que les aides, elles diminuent au fur et à mesure que les obligations approchent. Ce serait dommage de ne pas en bénéficier parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que quand vous ne serez plus dans une démarche volontaire, que ce sera une obligation légale, pour le coup, il n'y aura plus d'aide. Le bon exemple, c'est le bilan carbone. Aujourd'hui, il peut être financé donc, à hauteur jusqu'au 1er juillet 2024. C'était 60% pour les petites entreprises donc, qui n'étaient pas obligées de faire un bilan carbone, qui souhaitaient tout de même le faire. Depuis le 1er juillet, c'est devenu 40% seulement parce que l'enveloppe budgétaire de l'ADEME et de BPI France se réduit très fortement. Mais effectivement, ça ne va faire que diminuer parce que pour les entreprises pour lesquelles le bilan carbone est une obligation légale, ils n'ont absolument pas de financement. J'ai terminé pour cette première partie, effectivement, sur la partie vraiment essayer de comprendre effectivement pourquoi, en quoi vous êtes concerné en tant qu'entreprise et l'intérêt pour vous de mettre en place des choses. Maintenant, je vais laisser Stéphane parler du rôle stratégique de l'expert comptable dans tout ça, parce qu'on peut se poser la question de ce rôle-là. Voilà, donc c'est moi qui vais faire l'effet miroir de parler de la profession comptable au nom d'Inelis et de la profession en général. Et c'est vrai que par rapport à l'explication d'Anaïs sur les différents marchés, on sait que la profession comptable est plutôt située sur la partie TPE, PME,
taille d'entreprise intermédiaire, et qu'aujourd'hui, l'intensité réglementaire, elle est plutôt sur les grandes entreprises. Et nous, Enso RSE, lorsqu'on a voulu lancer notre offre, on était plutôt, et on est aujourd'hui positionné pour accompagner le cabinet avec un outil à aider leurs entreprises, petites et moyennes entreprises, qui eux n'ont pas d'obligation, mais ça a été très bien expliqué par Anaïs, mais qui par ruissellement trouvent beaucoup d'intérêt, d'engagement, mais beaucoup d'autres intérêts. Et donc nous, on s'est focusé, puisque l'expert comptable aujourd'hui, tiers de confiance, et d'à peu près 90% des TPE en France, ont vraiment quelque chose d'intéressant par rapport à la démarche RSE, c'est que déjà, c'est des experts du volet social et du volet économique. Ils ont un certain nombre de données, des données comptables, des données sociales, et ça, c'est une vraie force, puisque souvent, d'ailleurs, dans une démarche de consulting RSE, les consultants demandent ces informations-là aux experts comptables. L'autre point fort, c'est la proximité. On dit souvent que c'est l'expert comptable, c'est le médecin de famille, c'est le 3e ou 4e membre du comité de direction de l'entreprise. Et donc, voilà, il connaît l'histoire, il connaît les évolutions de l'entreprise. On parle beaucoup de parties prenantes, ça a été évoqué. Il connaît très bien les parties prenantes de l'entreprise. Et aujourd'hui, il y a une vraie lame de fond. Il y a une petite coquille, c'est formé et pas foré. L'expert comptable est formé et certifié à la RSE, puisque dans la slide précédente, je vous présentais un peu les deux salles, deux ambiances entre les entreprises qui ont l'obligation, où là, l'expert comptable, qui est aussi commissaire aux comptes, audite les déclarations de performance extra-financière, maintenant avec la CSRD, et ce même commissaire aux comptes qui est expert comptable est tiers de confiance et certifié RSE pour pouvoir accompagner du bilan carbone au diagnostic et un certain nombre d'offres, mais je laisserai Anaïs rentrer dans ce détail. Donc, voilà l'intérêt. L'autre intérêt, juste avant de te repasser la parole, c'est qu'on dit aujourd'hui qu'une entreprise commence à avoir des ETP, des collaborateurs en RSE, à partir d'une centaine de collaborateurs. Donc, ça veut dire qu'on a quand même un certain nombre d'entreprises de 0 à 100, 150, qui, lorsqu'ils veulent y aller, ne peuvent pas y aller tout seuls. Et donc, qui cherchent un partenaire de confiance. Et on est persuadé, que ce soit Anaïs et moi, que l'expert comptable est ce partenaire de qualité pour lancer facilement une démarche RSE, puisqu'il vous connaît. Allez, je vais essayer d'aller assez vite parce que je vois que le temps défile sur la partie justement de l'audit RSE, donc la méthodologie par rapport à cette démarche. Donc, pour revenir un petit peu sur l'audit RSE, c'est vraiment un outil d'évaluation des performances de l'entreprise liées à sa démarche RSE. Ça va venir évaluer le plan social, sociétal, environnemental, mais aussi la gouvernance et son implication sur le territoire. Les informations qui composent cette étude sont régies par un décret officiel qui date du 9 août 2017 et l'audit va venir vérifier la conformité de l'entreprise aux réglementations en vigueur en matière de RSE, va venir garantir la fiabilité des informations communiquées par celle-ci et aussi définir donc des actions à mener pour engager une démarche RSE plus poussée. Donc, ça va être une base qui vous permet de savoir où vous en êtes sur le sujet, un outil qui vous oriente sur les actions et les démarches à engager pour améliorer votre responsabilité sociétale, qui vous permet aussi de justifier auprès de vos parties prenantes, comme on l'a vu tout à l'heure, de votre engagement sur le sujet. Hop. C'est crucial de suivre l'avancement de votre démarche RSE et cet outil va le permettre. Il vous permettra vraiment d'évaluer la progression de votre démarche RSE, d'identifier les difficultés, les freins que vous rencontrez, de relancer dans le temps les actions qui auraient été mises à l'arrêt et de mesurer la réussite de vos actions pour apporter des changements et améliorer vos résultats. Hop. Alors, globalement, on l'a vu précédemment, il y a beaucoup d'avantages à la mise en place d'actions RSE. Pour ce qui est de l'audit, plus spécifiquement, ça va vraiment être axé sur la compétitivité et l'image de marque. En 2022, il y a eu la mise en place de la taxonomie verte en Europe,
qui a mis la pression sur les acteurs économiques. Cette réglementation, en gros, elle récompense ceux qui mènent des actions en faveur de l'environnement. Et en réalisant un audit RSE, l'entreprise va bénéficier donc d'un net avantage par rapport à ses concurrents à mettre en avant. C'est un véritable levier également pour l'image de marque parce qu'il vous permettra de valoriser vos engagements, que ce soit environnementaux et sociaux. Et ça représente aussi un moyen indirect de fidéliser les salariés, comme on l'a vu tout à l'heure, parce qu'on va vraiment venir travailler sur le bien-être au travail, sur l'image, sur l'impact que va avoir l'entreprise. Et puis, dernière chose, la réalisation de l'audit permet vraiment de favoriser la compétitivité parce que là aussi, les actions qui en découlent vont permettre de travailler sur la réduction des coûts, par exemple sur la consommation d'énergie. C'est notamment en général un volet opérationnel sur lequel on va travailler assez facilement. En termes donc de méthodologie, ça se passe en 4 phases. Donc, il y a une première phase qui est vraiment sur la collecte des données. Ça se réalise à travers une grille d'audit pour chaque objectif et ça permet donc de visualiser les avancées et les potentiels retards. Dans l'idéal, c'est conseillé de faire un audit sur tous les domaines dans lesquels vous souhaitez améliorer votre démarche RSE. Ça peut être environnemental, social, sociétal, gouvernance, développement du territoire, mais ça peut aussi être sur des sujets très précis tels que la communication de votre démarche RSE, votre politique de transparence, le choix des entreprises partenaires, les méthodes de veille réglementaire, le management, et bien d'autres. L'idée, c'est vraiment d'aller identifier tout ce qui peut vous intéresser. Et ça consiste donc à étudier les impacts et à analyser les actions à partir des données qu'on aura récoltées. Ensuite, c'est la mise en place donc d'un plan d'action. L'entreprise va mettre en place des actions à partir de l'étude qui aura été réalisée en amont et assurer un suivi rigoureux pour identifier les failles et pouvoir les corriger. Et puis, la dernière partie, ça va être la communication sur les actions RSE. Ça va vraiment porter sur la sensibilisation, aussi bien en interne qu'en externe, de manière à pouvoir informer absolument toutes vos parties prenantes des actions que vous aurez décidé de mettre en place. Aujourd'hui, la conclusion, c'est vraiment que l'audit RSE, c'est un outil indispensable pour toutes les entreprises qui souhaitent s'engager dans une démarche responsable ou qui ont déjà mis pas mal de choses en place. Ça permet non seulement d'évaluer justement les performances actuelles, mais aussi de définir les actions pour être dans une démarche d'amélioration continue. Alors, ça peut être pertinent de le réaliser soit au moment du lancement de votre démarche, parce que ce premier audit va permettre de faire un état des lieux. Souvent, on a l'impression qu'on ne fait rien, mais en fait, on fait toujours des actions. On ne sait pas forcément qu'on peut les mettre dans la case RSE. Ça va vous permettre aussi d'améliorer effectivement ces éléments et les difficultés à surmonter. C'est l'occasion de voir si vous êtes en retard par rapport au marché, par rapport à la législation. Ça peut être dans le cadre du suivi de l'avancement de vos projets, ou ça peut être pour évaluer les objectifs que vous vous étiez fixés pour vraiment suivre votre démarche RSE. Et du coup, pour que ce soit un peu plus concret, je vais laisser Stéphane partager son écran pour vous montrer l'outil et vous montrer en quoi ça consiste. Donc, en gros, on va reprendre la dynamique et la méthode d'Anaïs avec 3 parties par rapport à cette première étape du diagnostic. La première, c'est de pouvoir, rappelez-vous, d'utiliser votre donnée comptable et sociale que le cabinet peut utiliser pour faire des premiers tableaux de bord, et notamment des tableaux de bord qui vont vous permettre d'avoir des données extra-financières dans lesquelles vous allez pouvoir puiser pour répondre à des appels d'offres ou envoyer sur la partie financement. Donc là, c'est vraiment une analyse pure data. Et puis après, on va rentrer véritablement dans le diagnostic. Le diagnostic des parties prenantes, c'est-à-dire d'interroger vos collaborateurs, vos clients, vos fournisseurs et les dirigeants, selon la norme ISO 26000, donc cette norme internationale qui permet d'avoir une note de perception. Et chaque partie prenante va recevoir un questionnaire par mail. Donc, c'est un mail dédié. Je suis collaborateur, je suis client, je suis fournisseur. Et ce même mail va renvoyer vers un questionnaire fermé dont l'objectif est d'aller qu'il soit productif, facile et à la fois complet et profond. Donc, on va pouvoir répondre à un questionnaire avec des questions sur le pilier environnemental, social et gouvernance. Et ça va permettre d'avoir des notes de perception. Donc, comment ça se lit? Ça se lit de la façon suivante. Le dirigeant a une perception positive du pilier environnement à 75%, 90% sur le social et 82% sur la gouvernance. Ce qui est intéressant, c'est de le comparer avec les collaborateurs. Et là, on voit que chez les collabs, il y a une perception qui est différente d'un certain nombre de points. Grâce à l'outil, on va pouvoir creuser sur les sujets d'amélioration
et générer un rapport de diagnostic fourni par le cabinet, enrichi, en collaboration. Et une fois que vous avez réalisé ce diagnostic avec un document assez esthétique qui permet d'avoir quelque chose de structuré et de reprendre toutes les notes, vous aurez compris que je vais assez vite par rapport au timing à partie. Eh bien, grâce à ce diagnostic, on va pouvoir faire un certain nombre de recommandations. Et de ces recommandations, on va pouvoir lancer un plan d'action. Et comme Anaïs le disait, soit c'est mon premier plan d'action et je vais pouvoir aller chercher des actions que j'ai déjà réalisées historiquement dans mon entreprise, ou je vais me donner des actions à faire dans le futur. Donc là, si je prends un exemple comme économie d'énergie, c'est un thème. Dans ce thème-là, je vais trouver plusieurs leviers, l'éclairage, l'optimisation de la température ou l'amélioration du bâtiment. Et là, je vais aller piocher des actions. Là, par exemple, faire un diagnostic de performance énergétique et je vais aller sélectionner un certain nombre d'actions pour qu'elles soient sociales. Ça peut parler d'avantages salariés, de participation, et qu'il soit gouvernance plutôt, et qu'il soit social, faire un recrutement inclusif, mettre en place un télétravail structuré, etc., etc. Et ça détermine donc une politique RSE à suivre. Donc, on a essayé de faire quelque chose d'assez esthétique, full collaboratif entre le cabinet et l'entreprise. C'est le cabinet qui va pouvoir vous mettre ça à disposition. Et vous voyez, par exemple, si je reprends l'exemple de la mobilité alternative, je vais pouvoir faire avancer mes différents sujets pour qu'on passe d'affaires à en cours à terminer. L'outil va plus loin après pour faire un rapport extra-financier, mais on pourra en reparler dans un autre moment. Et là, c'était vraiment pour mettre en application la méthode d'Anaïs et du cabinet sur je fais un diagnostic, j'interroge les parties prenantes, je fais un rapport de ce diagnostic avec des recommandations travaillées entre l'entrepreneur ou l'entrepreneuse et le cabinet pour ensuite lancer son plan d'action, rattraper ce qui a déjà été fait et prévoir l'avenir avec des actions qui sont mesurables, quantifiables, dans lesquelles on peut déposer des documents pour justifier que chaque action a bien été réalisée. Je ne pouvais pas faire plus court, Anaïs. C'était un très très bon timing. Merci beaucoup Stéphane. Hop, je vous remets très rapidement donc nos slides. On a terminé pour cette partie donc sur la partie vraiment diagnostic. Simplement, c'était vraiment un focus sur ce point-là. Aujourd'hui, on est capable de vous accompagner sur tout un tas de sujets que vous voyez à l'écran. Je ne vais pas les détailler par rapport au timing qui nous reste. C'est sur notre site internet. Vous aurez toutes nos coordonnées à la fin. Donc, surtout, voilà, si vous vous posez la moindre question, savoir ce qui est le plus adapté pour vous, si cette partie diagnostic RSE vous intéresse, vous n'hésitez pas à nous contacter.